Parlons de quelques concepts fondamentaux. Je vais faire un petit peu plus attention aux détails que je l'ai fait lors du premier chapitre ici. La variance de la population, c'est une mesure de la dispersion. Puis cette mesure de dispersion-là va être utile lorsqu'on essaie de déterminer à quel point nos estimateurs, par exemple la moyenne empirique, varient. À quel point elles sont dépendantes, ou ils sont dépendantes, du choix de l'échantillon. Parce que si l'estimateur qu'on a, la valeur de l'estimateur qu'on a dépend énormément du choix de l'échantillon, on n'aura pas une estimation qui est très robuste, qui est très stable. On va avoir besoin d'un énorme échantillon pour pouvoir minimiser le mouvement, si vous voulez, de l'échantillon. Si au contraire, ça ne dérange pas trop quel échantillon on prend, on a toujours la même moyenne ou des moyennes très semblables, beaucoup de dispersion, ça veut dire qu'on va avoir des estimateurs qui sont plus robustes. La dispersion de la population, la variance, c'est une tendance, une mesure de la tendance qu'ont les valeurs de la réponse à s'éloigner de la moyenne de la population mu. Hein? Plus la variance est élevée, plus il est possible que l'on obtienne des réponses individuelles qui soient très éloignées de la moyenne. Plus la moyenne est faible, moins il est probable que l'on obtienne, en prélevant au hasard, des réponses qui sont éloignées de la moyenne. Alors, la formule pour la variance de la population, on la connaît, c'est 1 sur le nombre d'unités dans la population fois la somme du carré des distances entre les réponses et la moyenne. Et là, il y a un paquet de manipulations qu'on peut faire. Par exemple, on pourrait faire l'expansion du binôme ici. UJ moins mu au carré, ça devient UJ au carré moins 2 fois UJ mu plus mu au carré. Il n'y a rien de sorcier ici. Puis là, j'ai une somme. Une somme, je peux la distribuer à chacun de mes termes. Je le fais. Mu, c'est une constante. Alors, la somme des UJ carrés, ça ne change pas. Maintenant, j'ai moins 2 mu fois la somme des UJ. Hein, le 2 mu n'est pas affecté par la somme. Puis finalement, je fais une somme. J'additionne n fois le terme constant mu au carré. C'est n fois mu au carré. Puis là, je peux faire le même genre de jeu ici. La somme des UJ au carré, ça demeure la même chose. Maintenant, j'ai moins 2 mu fois la somme des UJ. La somme des UJ, on sait ce que c'est. La moyenne mu, c'était 1 sur n fois la somme des UJ. Fait que si je me retrouve ici avec la somme des UJ, je prends le n, je l'envoie de l'autre bord. Et là, j'ai 2n fois mu. Fait que je me retrouve avec 2 mu fois n fois mu, ce qui est la même chose que moins 2n mu au carré. Puis là, j'ai des termes communs de n mu au carré qui peuvent s'annuler. Fait que je me retrouve avec moins 2n mu carré plus n mu carré. C'est tout simplement moins n mu au carré. Puis éventuellement, je refais la distribution du terme 1 sur n ici pour obtenir 1 sur n fois la somme des carrés des UJ moins le carré de la moyenne. C'est une autre expression pour la variance de la population. Les paramètres mu et sigma au carré, on les interprète en termes d'espérance et de variable d'une variable aléatoire. Vous devez vous rappeler c'est quoi une variable aléatoire ici. C'est une fonction, c'est bien pratique, là, mais c'est une variable aléatoire discrète, surtout parce qu'on travaille avec des populations finies. C'est une variable aléatoire, supposons qu'on a une fonction de masse qui est f de x, petit f de x. Petit f de x, ça veut dire quelle est la probabilité que la variable aléatoire x prenne la valeur x. L'espérance x, ça serait la somme pour toutes les valeurs possibles que x peut prendre, x fois f de x. La variance, c'est la somme de x moins l'espérance de x au carré fois f de x. C'est-à-dire que la variance, c'est vraiment l'espérance de cette nouvelle variable aléatoire-là, x moins
espérance de x au carré. Et l'écart type, SD pour Standard Deviation, ça serait la racine carrée de la variance. Alors, nos moyennes, nos variances, ce sont vraiment des espérances, de même pour l'écart type. Okay? Si on avait au contraire des variables aléatoires continues, ben, les signes de sommation seraient remplacés par des intégrales. Le f de x qui est ici va changer d'une variable aléatoire à l'autre. Quand on travaille avec la variable aléatoire x, c'est toujours la même f de x, la même fonction de masse, mais si j'avais une autre variable aléatoire w, par exemple, qui suit une autre distribution, elle aurait une fonction de masse différente. Fait que ça va vraiment dépendre de la situation. Dans notre contexte à nous, dans le contexte où on choisit de façon aléatoire, sans remise, un échantillon, par exemple, de taille 1, ben, ce que ça nous ferait, c'est qu'on aurait une variable aléatoire qu'on va appeler Y1. Ce serait la réponse pour le premier terme de l'échantillon. Et ça, c'est une variable aléatoire dont la fonction de masse, la probabilité que le premier élément qui va être choisi dans l'échantillon, ça va être n'importe quel élément de la population, ça va être 1 sur n. C'est toujours la même chose. Si vous avez une population de taille n, n majuscule ici, là, toutes les observations ont la même probabilité d'être choisies comme première observation dans mon échantillon. Fait que je me retrouve avec la probabilité de masse suivante. Qu'est-ce que serait l'espérance de cette nouvelle variable aléatoire-là, Y1? Fait que ça serait la valeur du premier élément choisi dans l'échantillon. Son espérance, ben je me sers de la formule directement. Je fais la somme de tous les termes UJ qui pourraient exister, il y en a n en tout, fois la probabilité de sélection, la fonction de masse, qui est 1 sur n. Fait que j'ai 1 sur n fois la somme des UJ, mais ça, c'est exactement la moyenne. Fait que quand je choisis un échantillon de taille 1, c'est-à-dire quand je choisis le premier élément de mon échantillon de taille n minuscule éventuelle, l'espérance de cette variable aléatoire-là, qui est la valeur de l'unité dans mon échantillon de taille 1, c'est exactement la moyenne de population. Ça serait une variable aléatoire là, qui n'est pas biaisée. Sa variance, je la calcule de la même façon. Hein, ça serait la somme des UJ moins mu au carré fois F UJ, la probabilité, ou la masse de, la fonction de masse, pardon. Et ben, ça me donnerait, si je fais le calcul au complet, 1 sur n fois la somme des carrés des UJ moins mu au carré, qui est exactement sigma carré. La variance de la population. Puis l'écart type, ce serait la racine de la variance, qui est seulement sigma. Fait que quand je prends un échantillon de taille 1, la variable aléatoire correspondante a comme moyenne la moyenne de la population initiale, originale, comme variance, la variance de la population originale. Mais en général, on ne choisit pas qu'un seul élément dans notre échantillon, on en choisit plusieurs. L'estimateur Y bar de la moyenne, on le produit avec plus qu'une observation. Puis différents échantillons de taille n devraient donner des différentes valeurs de Y bar. Alors notre but à nous, dans tous les plans d'échantillonnage, ça va être de contrôler l'erreur d'échantillonnage. Ici, ben, on travaille avec des échantillonnages aléatoires simples. Fait qu'on va vouloir contrôler l'erreur d'échantillonnage associée à un EAS. Mais pour pouvoir faire ça, vous devez absolument connaître la distribution de la moyenne empirique. Pas la distribution de la population, la distribution de la moyenne empirique lorsqu'on prend des échantillons d'une certaine taille. En particulier, ce que ça veut dire, c'est que vous devez connaître l'espérance
de Y bar, puis la variance de Y bar. Dans l'exemple qu'on vient de faire, là, où je prends un échantillon de taille 1, il se trouve que Y1 puis Y bar, c'est exactement la même chose. Alors, une fois qu'on a calculé ça, l'espérance de Y1 puis la variance de Y1, on a trouvé aussi l'espérance de Y bar puis la variance de Y bar. Puis ça se trouve être exactement la même chose que l'espérance puis la variance de la population originale. Fait que pour un échantillon de taille 1, on ne fait pas grand-chose quand on fait de l'échantillonnage de taille 1. On retrouve, si vous voulez, la population initiale. Maintenant, on va prendre pour acquis là, que notre taille d'échantillon est plus grande que 1. Fait que j'ai n minuscules valeurs qui ont été échantillonnées. Si c'était le cas que toutes les valeurs étaient indépendantes et identiquement distribuées, le théorème de la limite centrée vous dicte la distribution de Y bar. C'est approximativement une loi normale de moyenne mu et de variance sigma au carré sur n, n étant la taille de l'échantillon. Le problème, c'est l'indépendance. Dans une population finie, la seule façon d'avoir des trucs indépendants, c'est de prélever avec remise. Sans ça, une fois que vous avez prélevé une valeur pour l'échantillon, ben, les valeurs qui peuvent être prélevées dans les autres, elles sont affectées par la valeur que vous avez choisie au départ. La valeur qui a été prélevée au départ. Ce n'est pas tout à fait indépendant. Il y a quelque chose d'autre qui se passe.